3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va? Moi ça va, un peu de pression quand même, je vous avoue franchement, parce qu'on approche à grands pas du tout premier live Twitch. Oui, je vous le rappelle, c'est lundi 17 vers 21h30, pile à temps pour parler du play-in ou du premier tour des playoffs. J'ai encore tellement de choses à préparer et à régler d'ici là, il y a du taf, mais ça va être le feu, je vous assure, je le sens bien. J'ai trop hâte, puis j'aurai plein de trucs à vous annoncer et à vous raconter en plus, c'est cool. Donc si vous voulez tout savoir et ne rien manquer sur toutes les infos, il n'y a qu'une seule chose à faire. Yes, go me suivre sur Twitch, c'est le moment. Surtout que moi en parallèle, je me suis rendu compte que parler en free flow là, comme je vais le faire là-bas, c'est de plus en plus un exercice que j'apprécie particulièrement. Ça demande de nouvelles choses, c'est sûr, mais ça apporte, je pense, plus de naturel, plus d'authenticité, c'est important. Ça vous permet de mieux vous rendre compte de qui je suis en vrai, et je trouve ça cool franchement. Voilà pourquoi, aujourd'hui encore, j'ai décidé de partir en live, et j'espère que vous allez kiffer. Go la playlist Crystal Ball. Alors quoi dire de plus? Rien, à part peut-être que je vais parler des awards, c'est important. Alors c'est parti, on ne perd pas plus de temps pour décerner les 8 trophées au nom éclaté que j'ai choisi aujourd'hui. Et let's go. Bon, je sais pas si vous le voyez là, peut-être pas trop, moi je le sais, j'ai le visage du seum. Je viens de passer 1h30 je pense au moins, à faire des réglages, à gérer des trucs qui ne fonctionnaient pas comme je voulais, à gérer un petit peu et apprendre à me servir d'OBS, donc c'était la loose, ça montre que les tests sont nécessaires, et de toute façon je préfère que ça arrive aujourd'hui que le lundi 17, le jour de mon premier stream. Donc au moins, je pense que la prochaine fois, je saurai faire en sorte que ça n'arrive plus. Après, je sais, vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, enfin un ou deux, plusieurs, c'est pas non plus des masses, que ça saoulait que je parle de ma config, de mon matos, de mon setup. Vous inquiétez pas, ça n'aura plus lieu sur YouTube en tout cas. Sur Twitch, forcément, ça ferait partie des aléas du live. Sur YouTube, à partir de quand je commencerai sur Twitch, il n'y aura plus que des résumés. Donc tout ça, vous ne l'aurez plus. Par contre, je sais que les overlays, il y en a qui disaient les overlays ça n'a pas leur place ça n'a pas sa place sur YouTube, c'est que sur Twitch. Forcément dans les résumés je vais pas les enlever. Donc quand je ferai des résumés de mes gros live Twitch, ils seront là. Donc voilà. Je sais que je commence déjà trop à blablater, que j'en perds certains. Pour la peine, il faut que je vous montre ça. Allez hop, on fait une petite pause. J'espère que vous n'allez pas trop partir. Je suis fier quand même de ce petit écran. Vous le verrez de temps en temps en live sur YouTube, ça sera peut-être la première et la dernière fois, voilà, avec mon petit ronflex, mon petit chat et pas mal d'images qui passent en référence à la chaîne. Voilà, des images qui ont toutes du sens pour moi. Voilà, donc je continue pour les 3 qui sont pas encore partis. Aujourd'hui, de toute façon, voilà, on rentre dans le vif du sujet, on parle des awards, des trophées 2021. Je passe d'ailleurs sur mon écran, comme ça vous les voyez. On part sur les mêmes que d'habitude, les mêmes que l'année dernière, et il y a 2 ans à peu près, il y a 2-3 petites évolutions dont je vais vous parler. De toute façon, sur les 8, il n'y a pas de secret, il y en a 6 qui correspondent aux 6 principaux qui sont donnés en NBA, et 2 que j'ai ajoutés moi-même. Donc il va y avoir le trophée John Duff du meilleur rookie, là-dessus je développe pas, ça s'invente pas. Le trophée Bob Locke du meilleur défenseur, pareil. Le trophée francophone du meilleur francophone. Avant je faisais le meilleur français, mais j'ai compris que de toute façon, et c'est une super richesse, j'ai de la commu dans le monde entier, vous êtes partout à me regarder, que ce soit en Belgique, en Suisse, en Afrique, au Canada, j'espère que j'en oublie pas. Donc j'ai décidé d'élire tout simplement le meilleur francophone, ça me paraît plus cohérent, sachant que voilà, canadien, tout le monde n'est pas francophone au Canada. Donc je sais que par exemple sur Discord, j'ai eu des votes pour Shai Gilgeous-Alexander, j'arrive jamais à dire son nom du premier coup, et à ma connaissance par exemple, il parle pas français. Donc pour moi, francophone, c'est vraiment parler français, c'est pas juste être dans un pays qui est partiellement francophone, quoi. Donc voilà, vous verrez ça. Le trophée de Joker du meilleur 16e homme, rien à préciser. Le trophée à l'improviste de la meilleure progression, qui correspond au MIP. Le trophée Hans Céphale du meilleur coach, pareil, rien à expliquer de plus. Le trophée Omer Dalor de la plus grosse déception, ça c'est un trophée que j'ai ajouté, un trophée qui est pas glorieux, mais qui me semblait intéressant à aborder. Et enfin, on finit par le MVP et le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur. Donc, let's go, on va pas perdre plus de temps, c'est parti, comme j'aime bien dire. Et on part direct sur le trophée John Duff. Ah oui, non, d'abord, il faut savoir que à chaque fois, pour élire mes trophées, je vais choisir, je vous le montre pour le trophée John Duff, je vais choisir entre 3 candidats. Ces 3 candidats, c'est pas moi qui les ai choisis, c'est sur Discord, vous les avez choisis à chaque fois. Pourquoi il n'y a plus de musique ? Ah si, il y a de la musique, autant pour moi. Vous les avez choisis à chaque fois, donc je ne suis pas responsable de ça, et c'est moi qui vais choisir mon vainqueur, mon lauréat, parmi ces 3 candidats-là qui
qui ont été plébiscités, j'ai envie de dire. Vous avez été 65 à voter, hein, ce qui est pas mal du tout. Et merci à Thomas, qui est en stage en ce moment, qui a débriefé tous ses votes et qui m'a rendu un grand service par rapport à ça. Donc voilà, on passe au trophée de John Duff et je commence à parler de la Melo Ball, qui est un gamin qui est incroyable, J'avais quelques doutes à la base, notamment sur le fait qu'il a été formé en Australie l'année dernière dans le championnat d'Océanie. Je savais pas trop ce que ça valait, surtout quand on voit comment Hampton lui échoue en venant de là-bas. Mais en fait, waouh, quelle saison il est en train de faire. Il a un talent énorme à la passe, il fait ça avec une facilité folle, une espèce de grosse nonchalance. Il a une vision de jeu qui est déjà élite, c'est un super playmaker, il est super spectaculaire. J'aime beaucoup ce genre de joueur en fait, il a un petit côté filou en plus que je kiffe. Il est spectaculaire, et puis avec son intelligence, moi il me fait un peu penser à un mec comme Manu Ginobili. Voilà, les petites feintes de grand-père, tout ça dans le flow du jeu, enfin voilà, je trouve qu'il y a un peu de ça, j'aime bien quoi. J'aime bien. Après, en plus de ça, on parle d'un mec, la Melo Ball, qui est très très polyvalent, qui score, qui prend des rebonds. Voilà. Après, il est toujours irrégulier d'un match à l'autre sur son shoot. Voilà, il va pas mettre dedans à chaque rencontre. Par contre, je trouve qu'il a quand même levé quelques doutes, et ça c'est positif parce que c'était l'un des plus gros points d'interrogation qu'il y avait au-dessus de lui. Donc là-dessus, c'est très cool. Voilà, il shoot à 36% hein, à 3 points, donc c'est fort. Il est pas ultra bon en défense, mais ça passe, et je trouve qu'il a une belle responsabilité dans la bonne saison des Hornets, donc franchement, c'est tout à son honneur. C'est quand même dommage d'avoir manqué un mois de compétition à cause de son poignet, surtout qu'en plus de ça, juste avant sa blessure, il aidait Charlotte à avoir une bonne période. C'est un peu moins le cas maintenant, même si Charlotte participera a priori au moins au play-in. Mais voilà, là il est revenu depuis une dizaine de jours, et je le trouve très bon, donc il est un candidat tout à fait logique dans les 3 pour le trophée de John Duff. J'enchaîne avec Anthony Edwards, quelle montée en puissance lui tout au long de la saison, c'est fou. Je l'aimais pas vraiment en début de saison, je trouvais qu'il y avait que du scoring, qu'il avait très peu de QI basket, qu'il avait une sélection de tirs qui était catastrophique, et en fait, je le prenais juste pour une bête avec de grosses qualités athlétiques, un bourrin qui défend pas en plus, et qui avait pas grand chose de supplémentaire en fait. Et bon, après, il y a toujours de ça, hein, aujourd'hui, mais je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, là, il a vraiment gommé ses défauts, surtout parce qu'il comprend beaucoup mieux le jeu, beaucoup le rythme de la NBA, beaucoup mieux le tempo, beaucoup mieux les phases un peu lentes, les phases un peu plus rapides, et tout ça, c'est tout à son honneur. Il y a un peu plus de playmaking aussi, il a moins une tunnel vision qu'avant, et ça me plaît beaucoup. Je veux aussi créditer l'arrivée de Finch, le coach, qui lui a fait pas mal de bien, notamment pendant les blessures. En fait, il a responsabilisé Anthony Edwards en l'utilisant plus comme un créateur. Je trouve que ça lui va bien. Voilà, de toute façon, c'est de loin le meilleur scoreur parmi les rookies. Depuis le mois de mars, c'est un truc de fou. J'ai regardé, il tourne à 23 points par match quand même. Donc ok, dans une équipe qui lose, mais 23 points par match pour un rookie, c'est quand même très très fort. Depuis le début de la saison, il a fait 2 perfs à 42 points, dont une très récente là, face à Memphis. C'est super violent. Il a des pourcentages qui sont de plus en plus corrects. Quand je dis qu'il monte en puissance, je rigole pas. Il défend même un peu plus, il fait pas mal d'interceptions. Alors après, c'est clair qu'il a toujours des défauts, toujours un peu les mêmes, mais ils sont moins prégnants qu'avant, et ils sont surtout dus à un manque de maturité, et la maturité, il la gagne, donc c'est intéressant de voir Anthony Edwards, je trouve, évoluer au fil de cette saison. Il n'y a pas de résultat, je le répète, à Minnesota, mais généralement, pour le trophée de Rookie of the Year, ça, on s'en fout un peu, et voilà, c'est normal qu'il soit là, parce que dès sa première saison, là, on a affaire à un vrai joueur de basket avec Anthony Edwards. Et voilà, donc j'enchaîne avec Tyrese Haliburton, qui est le gros style de la draft, hein, on va pas le cacher. Il a été drafté en 12ème, c'est un truc de fou de voir comment il performe en ayant été drafté si bas. Moi j'ai toujours dit qu'il ferait du bien aux Knicks, c'est là où je l'avais mis dans ma mock draft, et je le crois toujours, hein. Ils ont préféré Topin, tant pis pour eux, mais je suis désolé, il y a toujours tout plein d'ambulances à cause de cette déviation, ça commence à me casser les oreilles. Bref, revenons à Haliburton, ouais, du coup, qui aurait fait beaucoup de bien aux Knicks, tant pis s'ils ont préféré Topin. Après, voilà, comme Edwards, sa saison, collectivement, elle est un peu compliquée aux Kings, mais on s'en doutait, et lui, ça reste la bonne surprise de cet effectif, avec Richaun Holmes, mais bon, là, on est là pour parler d'Haliburton. Il a une énorme intensité, je trouve, c'est un super shooter, il a d'excellents pourcentages, il a 40% de loin. Ça on s'en doutait pas forcément, enfin il y avait des interrogations parce qu'il a une mécanique de tir qui est un peu bizarre, un peu chelou,
Et en fait, là, on voit qu'il est bon à la fois sur catch and shoot et à la fois en créant son tir sur pull-up. C'est un très bon shooter, quoi, qui peut devenir un sniper d'élite plus tard. En plus de ça, c'est un bon playmaker, c'est un mec qui n'a peur de rien, qui sait prendre ses responsabilités, qui a su être clutch, qui a mis des game winners. Et puis on sent qu'il a cette hargne, cette envie de gagner. C'est un bosseur, et ça fait beaucoup de bien aux Kings. De toute façon, on sent que Haliburton, il est ultra intelligent. C'est vraiment sa qualité première. Et il arrive à capter ce dont a besoin sa team et à l'apporter. Donc derrière Fox et Hield pour sa saison rookie, c'est parfait en tant que 6ème homme, je trouve. Et il a du potentiel pour être un titulaire en puissance. Voilà, donc très mature. Dommage que avec son équipe, il soit si peu mis en valeur. On l'a finalement peu vu jouer sur l'antenne nationale. Et ouais, c'est un peu regrettable, parce que c'est quand même un sacré joueur qui a un énorme potentiel, et malheureusement on le verra plus, parce qu'à cause d'une blessure au genou, là sa saison est déjà terminée. Donc voilà, on a ces 3 candidats, qui, j'aurais pris les mêmes, hein, je pense, et je vais vous dire qui est mon gagnant, suspense... Hop là, et voilà, j'ai gardé Anthony Edwards. Et ouais, je sais que ça va vous surprendre, surtout que j'ai mis le maillot de la Melo Ball derrière, et j'avoue que c'est un crève-cœur. Pour moi, c'est la Melo Ball qui fait la meilleure saison. Edwards, c'est le meilleur scoreur de tous les rookies, hein, mais ça suffit peut-être pas. Si on regarde que le scoring, bien sûr que c'est Edwards, mais la Melo Ball a beaucoup plus d'impact dans la win. Il a un niveau, une polyvalence qui me font halluciner, et pourtant, malgré tout ça, malgré le fait que la Melo Ball est déjà élite au niveau du playmaking, je décide de donner ce trophée de John Duff à Anthony Edwards. Je l'ai pas dit, je dis pas que c'est des prévisions de ce qui va avoir lieu, hein, je dis, là c'est juste mon avis de qui mérite le plus, c'est pas des prévisions, ça se trouve la NBA décidera la Melo Ball et ce sera vraiment mérité. Mais voilà, je vais expliquer pourquoi moi j'ai choisi Edwards, c'est que la Melo, tout simplement, il a manqué plus de 20 matchs et pour moi c'est trop. Embiid, bon, après Embiid et Zion Williamson, c'est des cas à part parce qu'ils avaient manqué encore plus de matchs. Mais voilà, dans le même cas, c'était Embiid qui avait fait la meilleure saison à l'époque, et ça avait été Brogdon qui avait été Rookie of the Year. L'an dernier, c'est Zion qui a fait la meilleure saison au niveau statistique, devant Morant, je pense, même si collectivement ça peut se discuter. En tout cas, c'est Morant qui a été Rookie of the Year. Voilà, le nombre de matchs compte, je pense, et 20 pour moi, c'est la limite. Donc voilà, il a loupé un quart de la saison, un peu plus même, et donc je conclue là-dessus, hein, tout simplement, j'ai pas d'autres arguments. Le meilleur rookie, intrinsèquement et sur ce qu'il a montré, c'est sûrement la Melo Ball, et encore ça aurait pu se discuter vu la montée en puissance de Edwards, vu comment il est au-dessus Edwards au niveau du scoring et les qualités qu'il a. Par contre voilà, le nombre de matchs est important, et ce trophée de John Dove, je le donne à Anthony Edwards, qui est quand même bien au-dessus aussi de Haliburton, hein, au vu de comment il a tout pété pour la deuxième partie de saison. Bravo Anthony Edwards. Donc vous, sur Discord, vous avez fait quoi? Bah ouais, ça m'étonne pas, vous avez pris la Melo Ball à number 1, et je comprends tout à fait, hein, parce que comme je dis, c'est lui qui fait la meilleure saison. Anthony Edwards arrive derrière, et on voit que de toute façon, ce trio se dégage largement. Petit big up à Malédon, qui arrive en 4, bon, peut-être parce qu'il y a beaucoup de Français aussi, hein, qui ont voté, la plupart, mais en tout cas, ça récompense l'énorme saison qu'il fait. Et voilà, on voit Wiseman, hein, qui est un peu décevant, mais qui a été beaucoup blessé et qui a semblé un peu perdu des deux côtés du terrain. En tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces votes. Quickly, qui est une excellente surprise aussi. Jason Tate, quel crack aussi, quelle surprise. Non, voilà, des votes qui me surprennent pas tant que ça. Et vous avez choisi la Melo Ball, et je comprends tout à fait, je vous en veux pas pour ça. Comme je le dis, c'est peut-être lui le meilleur. Mais bon, c'est juste un nombre de matchs qui fait que moi, je reste sur Edwards, je le répète. On change de trophée, on passe au trophée Bob Locke du meilleur défenseur. Vous m'avez choisi, deux Sixers, vous m'avez choisi Joel Embiid, Rudy Gobert et Ben Simmons. Donc comme d'habitude, voilà, je les ai mis par ordre alphabétique, donc comme d'habitude on fait ça. Joel Embiid fait une saison ultra pleine, c'est un pivot très mobile, très lourd, on parle que de la défense, hein, mais voilà, hein, ces qualités-là, elles se voient en défense, c'est super difficile de le pousser, c'est très dur de le jouer en post-up, surtout que le contact, il a pas peur, il aime ça même, il sait très bien mettre son corps en opposition, se caler là, et puis boucher la raquette, il a de très bon timing, il utilise bien ses bras. Donc c'est fort, hein, il anticipe un petit peu, il comprend bien le jeu, il tourne à plus d'une interception et d'un bloc par match, donc ça montre que même statistiquement, il fait des choses. C'est lui qui a le meilleur defensive rating des Sixers, les Sixers ont le meilleur defensive rating en NBA, donc tout ça, ça a du sens. Avoir le meilleur defensive rating individuel de l'équipe qui a le meilleur defensive rating collectif, ça fait forcément de toi, je pense, un candidat pour le Depoy. Voilà, après, il a déjà été
Capable de mettre plus de contre, là il en met moins de 2, je pense qu'il est capable de faire plus. Maintenant on peut pas lui demander d'être partout, vu le rôle qu'il a aussi en attaque, et ce qu'il produit en défense est très 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 correct, voire même très fort. Donc voilà. Quoi qu'il arrive, c'est pour moi le troisième candidat, parce que je le cache pas, pour moi les deux autres candidats sont évidents. Embiid, c'est peut-être le troisième larron, ça peut se discuter. Quoi qu'il arrive, je spoil, ce sera pas à lui que je donnerai le trophée Bob Locke. Alors, pour ce trophée Bob Locke, je pourrais le donner à Rudy Gobert, qui lui, même si Utah n'a pas le meilleur defensive rating de la ligue, Utah a le troisième, mais surtout a le meilleur bilan de la ligue. C'est une équipe qui est super équilibrée, en attaque comme en défense. Chacun connaît son rôle. On a Donovan Mitchell qui est le leader offensif, et Rudy Gobert qui, lui, c'est la tour de contrôle, le leader défensif, et ça marche très très bien comme ça. Donc bien sûr, il a un petit rôle en attaque, Rudy, qui ne se passe pas forcément même un rôle important en attaque, qui ne se passe pas que dans le scoring, on en parlera peut-être un peu plus tard, parce que là on est là pour parler de la défense, et en défense ça reste un énorme danger dans la peinture, quoi. Il fait peur à tous les arrières sont obligés d'envoyer des flotteurs avec des trajectoires un peu cheloues pour éviter de se faire contrer, et pourtant Rudy Gobert, le pivot français, n'a jamais mis autant de contre en carrière, il est à 2,8. Depuis que Turner n'est plus classé parce qu'il a manqué trop de matchs, c'est lui le meilleur contreur de la NBA, donc de manière officielle dans les classements, même si Miles Turner tourne à 3,5 contre, un truc comme ça de mémoire. En tout cas, officiellement, vu que le nombre de matchs joués compte là aussi, c'est Rudy, le meilleur contreur, parce qu'il est toujours bien placé, parce qu'il a de très bon timing, parce qu'en plus de ça, il a une bonne carrure pour empêcher les gens de s'approcher, les adversaires de s'approcher, il a une bonne détente aussi, il est très intelligent pour défendre sur le pick and roll, il a une envergure de malade, enfin voilà, c'est pas par hasard, hein. C'est déjà un double Defensive Player of the Year, c'est pas par hasard qu'il est candidat. Pour moi, il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière, collectivement et individuellement. C'est un candidat évident, j'en fais pas plus, c'est comme ça. Et enfin, Ben Simmons, on l'a déjà dit, les Sixers, c'est le meilleur defensive rating de la ligue. Même si individuellement dans l'équipe, Embiid est au-dessus de Simmons, mais ça, bon, ça veut pas non plus tout dire. Pour moi, le defensive rating, ça a plus de sens d'en parler de manière collective qu'individuelle, même si ça a du sens hein, individuellement, mais peu importe. En tout cas, quoi qu'il arrive, quand on regarde jouer les Sixers, pour moi, en défense, le mec par qui tout part, le leader, c'est vraiment Ben Simmons, qui met une vraie intensité, qui met un gros rythme, qui booste toute la team. Tybal aussi fait ça, mais on parle quand même d'un joueur d'un autre calibre avec Ben Simmons, qui est capable de switcher partout, il est physique, il est grand, il est mobile, il peut défendre dans la raquette parce qu'il est quand même dur à bouger, hein, il est bien solide, il est très vif aussi pour défendre sur les arrières et sur les plus petits, il a une grosse anticipation, il intercepte beaucoup de ballons, il a un vrai QI défensif sur son placement, enfin franchement il a toute la panoplie, il a de super appuis aussi, il sait très bien orienter son vis-à-vis sur la mauvaise main, dès qu'il y a un mec qui hésite un peu sur son handle, Ben Simmons le harcèle et sait très bien lui mettre la pression, il sait étouffer ses adversaires et c'est très fort. Il a pris une fois vraiment la foudre cette saison, face aux Nets, face à Kyrie Irving. Je l'entends souvent parmi les détracteurs qui pensent qu'il mérite pas d'être là. C'est bon, une fois en 72 matchs, face à un mec qui a peut-être le meilleur handle de l'histoire, ça va, moi je pardonne Ben Simmons là-dessus. Puis ça prouve aussi que même sur un gars qui est plus vif, plus petit, il a pas peur de défendre. Sur un mec qui est plus grand, plus costaud, il a pas peur de défendre. Le mec défend partout, et en mission, il va prendre la star adverse. Enfin voilà, il y a pas mal de superstars qui se cachent, qui veulent éviter de faire ça. Ben Simmons, lui, non. Il a pas peur du tout de ça. Quoi qu'il arrive, enfin voilà, c'est un mec qui se bat, qui est intelligent, qui est efficace, qui est une vraie sangsue, qui brille là où on a besoin de lui, et qui est une vraie plaie pour les attaquants adverses. À Philadelphie, on a une vraie force de frappe offensive. Simmons, lui, en attaque, il participe moins notamment au scoring. Par contre, il donne tout en défense, et ça me plaît beaucoup. Et donc, le verdict, attention, roulement de tambour, je donne mon Deepoy à Ben Simmons. Et oui, alors je dis pas que ça va arriver, encore une fois, c'est mon choix. Vous allez dire que c'est parce que je suis fan des Sixers, mais je vais m'expliquer. De toute façon, qu'on prenne Gobert ou Simmons, pour moi, les deux, ça se justifie. Il n'y a aucun blasphème. Prenez Gobert, ça me va très bien. Prenez Simmons, ça me va forcément très bien parce que c'est mon choix. Donc je m'explique. C'est vrai que individuellement, Gobert a un meilleur defensive rating que Simmons. Comme je le disais, pour moi, le defensive rating, ça a plus de sens quand c'est pris de manière collective. Parce que par exemple, à Utah, Mike Conley a un meilleur defensive rating que Rudy. Joel, comme je disais, à Philadelphie, a un meilleur defensive rating que Ben. En fait, ça dépend de qui est sur le terrain en même temps que le joueur en question. Maintenant, je trouve que pour évaluer qui est le meilleur defensive player of the year, il faut sortir aussi des stats et observer un petit peu ce qu'on voit pendant un match.
Et ce qu'on voit, c'est que le leader de la défense, comme j'ai déjà dit, c'est Ben, c'est pas Joel. Joel, c'est le deuxième rideau. Maintenant, si on compare à Rudy, enfin voilà, ça montre que je mets Ben au-dessus de Joel. Maintenant, si on compare à Rudy, on voit qu'on a deux profils très très différents. Rudy, c'est un expert dans la protection de cercle, hein. Ben Simmons lui arrive même pas à la cheville. Par contre, Ben Simmons est plus polyvalent. Il peut défendre sur tout un tas de joueurs. Quand Rudy Gobert, au périmètre, même s'il y a des progrès, c'est toujours pas non plus un expert, quoi. Donc voilà, Ben Simmons a l'avantage d'être plus polyvalent, quand Gobert a l'avantage d'être le meilleur protecteur de cercle. Simmons, lui, peut vraiment aller étouffer le meilleur scoreur adverse, quand lui, Gobert, il va attendre dans la raquette, il va fermer la peinture. Donc vraiment, hein, c'est deux profils très différents, et choisir l'un ou l'autre, je crois que c'est une question de préférence. Moi, j'ai envie de changement, j'en ai marre que ce soit 90% du temps des pivots qui gagnent le DPOY, et je trouve que, notamment en 2021, dans une NBA aujourd'hui où la polyvalence défensive est nécessaire, on demande à tout le monde de switcher partout, c'est bien de mettre en valeur ça, et je trouve que Ben Simmons correspond exactement à ça. Donc voilà, hein, de toute façon, donner mon DPOY au leader défensif de la meilleure défense de la ligue, moi je trouve que c'est cohérent, donc c'est pour ça que je donne à Simmons. Je le répète, je ne serais pas scandalisé si vous le donnez à Gobert, parce que de toute façon il y a un poil de fesses d'écart, c'est une question de préférence entre la polyvalence et la rim protection. Et ceux qui me diront que Simmons, de toute façon, c'est pas un bon défenseur parce qu'il a pris la foudre par Kyrie, je vous invite à revoir comment Gobert a pris la foudre par Joel Embiid justement. Donc voilà, comme quoi on peut être un super défenseur et prendre la foudre de temps en temps. Gobert, c'est pas parce qu'il a pris la foudre face à Embiid que c'est un mauvais défenseur. Simmons, c'est pas parce qu'il a pris la foudre face à Kyrie que c'est un mauvais défenseur. Donc voilà, moi je donne ça à Simmons. Je sens qu'on va pas être d'accord encore une fois. Et ouais, effectivement, une nouvelle fois sur Discord, vous le donnez à Rudy, et je comprends tout à fait, comme je le disais, et puis c'est vrai que ça respecte un petit peu la tradition des protecteurs de cercle et des pivots, donc voilà, comme je le disais, on voit que de toute façon, les deux candidats que sont Rudy et Ben sont obvious, ils sont largement devant, et le troisième larron, après, c'est un peu par défaut que Joel arrive. Miles Turner est pas loin, comme je le disais, même s'il n'a pas joué assez de matchs, c'est le meilleur contreur de la ligue, quand même à plus de 3,5. Yanis, hein, franchement, qui aurait pu, enfin voilà. Bam Adebayo, à qui je donne beaucoup de crédit. Et Matisse Thybulle et Luguensdort, ça me fait plaisir de les voir là. Même si, bon, parler d'eux en tant que DPOY, c'est un petit peu précipité, je pense. N'empêche que c'est pas mal qu'ils soient mentionnés au vu de l'impact qu'ils mettent dans leurs équipes respectives. 3 Sixers, quand même, ça montre bien pourquoi c'est la meilleure défense de la ligue. Donc voilà, moi c'est Ben Simmons le mien. Peut-être qu'on va être d'accord au bout d'un moment. Le trophée francophone, là je pense qu'il y a moyen quand même. Le trophée francophone, voilà les trois que vous avez choisis. Clint Capella, Joel Embiid, donc Clint Capella le Suisse, Joel Embiid le Camerounais, et Rudy Gobert le Français. Donc 3 francophones, un seul Français, ça me va très bien comme ça. Voilà, donc 2 joueurs dont on a déjà parlé. On va peut-être pas trop s'attarder sur eux, mais je commence par Clint Capella. Quelle saison il fait lui à Atlanta? Quelle saison? Il aurait pu être candidat d'ailleurs pour le trophée Bob Locke. Je regarde, personne l'a mentionné, tiens. C'est fou ça. Ah, il est peut-être dans les 8 joueurs en plus qui sont cités. J'aurais pensé qu'il aurait plus de voix. Peu importe, c'est comme ça. Hein. Et tiens, j'ai pas fait dédicace à Nerlens Noël aussi tout à l'heure, qui fait un gros boulot au Knicks, big up à lui. Bref, revenons au trophée francophone. Donc ouais, un peu surpris que Capella soit pas au moins mentionné pour le trophée Bob Locke, parce que pour moi, ça aurait été un candidat sérieux, pas pour être Defensive Player of the Year, hein, mais au moins pour avoir quelques voix, parce que c'est un très gros protecteur de cercle, et ce qui me plaît, c'est que c'est aussi le meilleur rebondeur de la ligue. En fait, non seulement il empêche les adversaires de marquer, parce qu'il met plus de 2 comptes par match, mais en plus de ça, vu qu'ils chopent les rebonds, il leur empêche d'avoir des secondes chances. Et ça, pour moi, ça a une vraie importance dans la défense. Voilà, regardez, il a fait un match à 10 blocs, un match à 10 contre, un match à 26 rebonds, et quel impact il a en deuxième rideau. Il est très bien pour compenser les failles que peut avoir Trae Young au périmètre. Lui, il est là pour attendre, pour tout compenser, pour protéger la raquette, et je trouve qu'il a un rôle essentiel dans la défense des Hawks. Et pas que dans la défense d'ailleurs, il a aussi un vrai rôle offensif. Il a des failles, hein, mais il sait profiter à fond des qualités de Trae. Trae c'est à fond profiter des qualités de Clint Capella. Les deux se trouvent les yeux fermés. Hein. Trae c'est un super playmaker, un playmaker élite. Et sur le pick and roll, c'est parfait comment ça fonctionne entre les deux. Donc voilà, même malgré toutes les failles qu'il peut avoir en attaque, Capella connaît ses forces, connaît ses faiblesses. Il assure sur ses forces. Il assure sur les forces de ses coéquipiers, il est très utile, tout ça c'est une vraie force pour Atlanta des deux côtés du terrain. Nate McMillan a très bien compris
c'est pour ça qu'il utilise énormément le pick and roll, il insiste vraiment dessus, et au final, on a le pivot suisse, pour moi, fait la meilleure saison, en tout cas la plus pleine de toute sa carrière, et je trouve qu'il est la principale raison pour laquelle les Hawks ont step up par rapport à l'an dernier. Il y en a plein d'autres, hein. Je dis pas que c'est la seule, en tout cas c'est la principale raison, et je suis content qu'il soit mentionné pour le meilleur francophone. Bon, Joel Embiid, j'en parle pas des heures, son impact défensif, on l'a abordé juste avant. On n'a pas parlé de l'attaque, mais l'attaque ça va aller vite aussi, il est inarrêtable. On en parlait plus tôt, même Rudy face à lui a galéré parce qu'il est trop puissant. Même le meilleur défenseur du monde, de toute façon on n'arrivera pas à l'arrêter seul, il faut faire une prise à deux, c'est obligatoire. Et c'est ce que les adversaires font, et pourtant le mec il tourne quand même à 29 points, à 29 points par match. Il a un impact énorme des deux côtés du terrain, c'est très fort. Et maintenant qu'il est mieux entouré encore, je trouve qu'il est encore plus dangereux parce qu'il a de plus en plus appris à kick out sur les prises à deux, parce qu'il y a Danny Green, parce qu'il y a Seth Curry qui peuvent mettre des triples. Voilà, c'est juste une arme létale. Des deux, enfin voilà, en attaque comme en défense, je l'ai déjà dit, c'est normal qu'il soit mentionné ici. Rudy Gobert, pareil, hein, on a déjà abordé sa défense. On n'a pas trop parlé de l'attaque, donc ça va être l'occasion aussi de parler de ça. En défense, c'est un super rim protector, on l'a déjà dit. En attaque, c'est pas un scoreur, c'est sûr, mais c'est pas pour ça qu'il sert à rien, comme je l'entends parfois. C'est un super facilitateur, j'ai l'impression de le dire à chaque fois, mais sur les screen assists, c'est-à-dire les écrans qui permettent un panier, il est génial. C'est pour ça que Clarkson marque des points si facilement, il sait en profiter. C'est pour ça que Donovan Mitchell trouve des chemins vers la peinture, il sait en profiter. C'est pour ça aussi que, du coup, ces gars-là arrivent à mobiliser la défense à l'intérieur parce qu'ils arrivent à accéder au cercle, grâce notamment aux écrans de Rudy, et c'est pour ça que les shooters sont à l'extérieur. Donc voilà, c'est pas parce qu'il marque pas trop de points, c'est pas parce qu'il a pas trop de jeu au poste qu'il est inutile, loin de là. Donc big up pour ça, big up pour ce rôle essentiel. Et voilà, donc c'est clair qu'il brille avant tout par la défense, c'est clair qu'il est pas un attaquant d'élite. Mais bon, pour moi, je le dis encore, il fait sa meilleure saison depuis le début de sa carrière, et il a un gros impact dans le succès de la team qui a le meilleur bilan de la ligue. Donc normal qu'il soit là. Voilà, par contre, le verdict, là, je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, vous vous en doutez, hein. Et oui, c'est Joel Embiid, mon meilleur francophone. Pour moi, il n'y a pas débat. Là, on a 3 pivots. On a les 3 qui sont élites en défense, même si Gobert, c'est le meilleur, je pense. Mais le seul qui est élite en attaque, c'est Joel. J'aurais pu pénaliser Joel à cause des matchs ratés, comme je l'ai fait avec la Melo Ball, parce qu'il en a manqué une vingtaine, lui aussi. Mais pour moi, la différence est beaucoup trop flagrante offensivement entre lui et les autres. Et ce nombre de matchs ratés, pour moi, suffit pas pour peser dans la balance, au moins pour ce trophée francophone. De toute façon, les critères, c'est moi qui les décide, c'est moi qui l'ai inventé, ce trophée. Donc bref, peu importe. Même s'il a manqué ses 20 matchs, je décide que c'est Joel le meilleur francophone. Si vous voulez mettre Rudy en fonction du nombre de matchs ratés, je vous comprends tout à fait. Qu'est-ce que vous avez fait d'ailleurs? On va voir ça. Oh bah ouais, vous avez mis Joel à domination énorme. Donc voilà, Rudy arrive deuxième, Clint troisième. De toute façon, on voit que les 3 candidats se dégagent assez facilement. On a Nico Vucevic, hein, parce que je le rappelle, il a grandi en Belgique et en Suisse, donc c'est normal qu'il soit ici. Et 3 Canadiens, Nico Batum. Non, franchement, voilà, ça me fait plaisir de voir ces gens cités. Ça montre aussi que Evan vous a pas satisfait cette année. Il fait partie un peu des flops peut-être de cette saison. Peut-être qu'on le verra dans le candidat Homer d'alors, même si je trouve que ce serait sévère. En tout cas, ne pas voir Evan dans aucun vote du meilleur francophone, je trouve que c'est surprenant, c'est pas le mot, mais c'est parlant. Il fait pas sa meilleure saison en carrière, et c'est dommage parce qu'il va être free agent cet été. En tout cas, voilà, Joel Embiid pour moi. On enchaîne avec le trophée Joker du meilleur 6e homme. Vous m'avez mis Chris Boucher, Jordan Clarkson et Derrick Rose. Ah, 3 candidats cool. Je sais pas, hein, j'adore ce trophée Joker. Alors, on va pas faire de rapprochement avec le 6e homme, c'est même pas pour ça que je dis ça, mais j'aime bien. C'est vraiment l'occasion de parler de joueurs qui ont un vrai impact en sortie de banc, et le genre de joueur que j'aime beaucoup. Alors, Chris Boucher pour commencer. C'est marrant, moi j'aurais peut-être pas... Bon, on en parlera après, hein, quand on verra ce que vous avez choisi. Moi, ça aurait peut-être pas été mon... Il aurait peut-être pas fait partie de mon top 3, mais ça montre que vous avez beaucoup apprécié sa saison, et ça montre que j'ai pas raison peut-être là-dessus, hein. Si vous l'avez mis, vous avez de vraies raisons, et c'est vrai que ce côté surprenant donne envie de le récompenser. Ça a été la trouvaille de l'année pour Nick Nurse et pour les Raptors, un peu la révélation de la saison, un peu l'un des seuls points positifs de la saison des Raptors. Donc c'est bien. Tiens, sachez qu'il est francophone lui aussi, vous l'avez vu tout à l'heure dans les votes. C'est un poste 4 de formation qui est utilisé en tant que pivot dans un dispositif small ball, qui est un vrai dynamiteur, qui est athlétique, qui est vif, qui est présent des deux côtés du terrain, qui met quasiment 2 contres par match, donc qui est un gros contreur, qui peut défendre la peinture,
qui est très polyvalent, hein, parce qu'il peut aussi prendre feu de loin, bah voilà, il apporte un peu partout, il peut faire des séries de 3 points, donc c'est cool, il met des points, il prend des rebonds, il pose des contres, il joue en transition, il fait de bonnes courses. C'est très utile, hein, en sortie de banc à ces Raptors. Dommage que les Raptors soient si mauvais cette saison, on en reparlera je pense plus tard. Mais voilà, je comprends quand même s'il aurait peut-être pas fait partie de mon top 3, je comprends que vous l'ayez mis là. On enchaîne avec Clarkson. Forcément, hein, on a envie de mettre des joueurs du Jazz un peu partout, vu la saison de fou qu'ils font. Et moi voilà, ce que j'attends de toute façon pour élire le meilleur 6e homme de la saison, pour donner mon trophée de Joker, c'est d'avoir un gros scoreur, un gros dynamiteur. Et le profil idéal, c'est Jordan Clarkson. Il apporte tout ce qu'il faut à la seconde unit. Dans une équipe qui joue le titre en plus, donc dans une équipe qui a le meilleur bilan, il est capable de prendre feu littéralement. Je me rappelle encore très bien de ses 40 points face aux Sixers, avec un truc genre 8 sur 13 à 3 points. Enfin, en tout cas, il avait mis 8 3 points. Bah voilà, il était inarrêtable, même si ce jour-là, il n'y avait pas Joel. Clarkson a tout pété ce jour-là. Et ce que j'apprécie aussi avec lui, c'est qu'il apporte quelque chose au Jazz, comme un peu tous les joueurs du Jazz, quelque chose de particulier que les autres peuvent pas forcément faire. Si, bien sûr, Donovan Mitchell peut créer seul, mais j'aime bien la façon dont Clarkson fait ça en sortie de banc. Il peut le faire en fait sans être le plus rapide, parce qu'il a un gros travail de feinte, un gros travail de flotteur qui sont très utiles. Et en fait, c'est un petit peu un jeu atypique qu'il a, qui le rend très difficile à limiter, qui le rend très difficile à défendre. Et je trouve ça parfait pour apporter un nouvel impact à Utah en sortie de banc. Donc ce rôle de remplaçant, je trouve, lui va comme un gant. Surtout qu'il a progressé, je trouve, à travers les années. Ça se voit pas forcément dans ses pourcentages, mais aujourd'hui, je trouve quand même qu'il joue plus dans le flow du jeu. Et puis même quand il force un peu, c'est pas grave. C'est vraiment ce qu'on lui demande, hein, de prendre ses responsabilités avec les remplaçants. Donc voilà, sa sélection de shoot reste très correcte, il prend beaucoup moins de long que tout qu'avant. En début de sa carrière, c'était vraiment pas top, aujourd'hui c'est beaucoup mieux. Le mec marque 18 points par match en sortie de banc dans une équipe contender. C'est très très lourd, qu'est-ce que vous voulez? Forcément il est candidat ici, et j'arrête, j'en fais pas plus. Et j'enchaîne avec Derrick Rose. Derrick Rose qui représente les New York Knicks, qui sont une super surprise cette saison. En fait, on parle beaucoup de Randle, on parle aussi un peu de Barrett, même s'il mériterait qu'on parle peut-être plus de lui, le petit RJ Barrett. En tout cas, on parle beaucoup de Randle, et c'est à juste titre tout ça, mais Derrick Rose, parfois on l'oublie, et il a un vrai rôle. Rappelez-vous, en début de saison, à New York, on avait quand même des soucis à la Med, notamment avec Elfrid Payton, Frank Ntilikina. Ça marchait pas top. Il y avait Dennis Smith Jr. aussi. Enfin bon bref, voilà, c'était pas ouf, hein, cette main d'Enix. Et donc il fallait quelque chose, il y avait des soucis à la création, des soucis dans la profondeur, et faire venir Rose, ça a vraiment corrigé tout ça. Le mec, en sortie de banc, pareil, hein, il score sa quinzaine de points, il fait ses 5 passes, il joue intelligemment, avec expérience, et voilà, il se régale, hein, de toute façon, avec Tom Thibodeau, les deux sont inséparables. Derrick Rose, c'est un peu la muse de Tibbs, et voilà, les deux se connaissent parfaitement et savent quoi attendre l'un de l'autre, donc ça fonctionne pour Rose à New York, qui joue avec beaucoup de dureté, je pense, et qui a joué un rôle aussi dans le fait que les Knicks peuvent avoir beaucoup d'espoir cette saison, en compensant des failles qui existaient réellement, en apportant son XP, en apportant sa maturité. Maintenant, on peut lui reprocher, contrairement à Clarkson, qui, comme on l'a dit, a mis 40 points, de ne pas avoir fait de gros cartons d'Eric Rose, même s'il a fait quelques matchs autour de 25 points, mais je trouve qu'il apporte énormément de régularité, et ça fait un bien fou à ces New-Yorkais qui ont vraiment besoin de ça, vraiment besoin d'expérience, et quand il a manqué un petit peu de temps en mars, ça s'est vraiment remarqué, ça montre que c'est un maillon essentiel de cette équipe des Knicks, et qui sera très précieux en play-off. Voilà, je pense que j'en ai assez dit sur D-Rose, et il est temps de donner mon verdict, qui est mon Joker, mon meilleur 6e homme de la saison. Vous vous en doutiez peut-être, c'est Jordan Clarkson. Là encore, pour ce trophée, il n'y a aucun débat pour moi. Comme je disais, hein, je veux qu'un 6e homme score, dynamite, explose tout, qu'il apporte de l'intensité. Il a tout ça, il apporte tout le scoring qu'il faut. C'est le meilleur scoreur, hein, parmi les trois. Oui, je pense, j'ai pas vérifié, mais je pense, de toute façon, avec ses 18 points par match, il fait gagner sa team, il a un rôle dans la victoire, sa team forcément est première de la ligue, il arrive à porter cette seconde unit. Là-dedans, il y a personne en NBA qui est mieux que Clarkson en sortie de banc. Pour moi, c'est clair et net. C'est lui qui a les meilleures stats, en tout cas de tous les 6e hommes, c'est lui qui a le plus gros impact, c'est lui qui est dans l'équipe qui gagne le plus. Donc qu'est-ce que vous voulez de plus pour ce trophée ? Franchement, je n'insiste même pas, on passe, on va regarder ce que vous avez mis, je pense que vous êtes d'accord. Moi, je vois personne d'autre pour ce trophée. Bon, ouais, effectivement, il a été plébiscité, 185 points, il est loin devant. Derrière, il y a Rose et Boucher.
Vous avez mis Harrell en 4. Ah, et voilà. Moi, je pense que mon troisième, ça aurait été Joe Ingles. Parce que, encore une fois, j'ai envie de récompenser Utah, et parce que, en fait, et de plus en plus sur la deuxième partie de la saison, je le trouve ultra efficace, ultra propre. Il apporte, enfin voilà, je sais, il ressemble à rien, hein, mais il apporte de la création, il apporte du shoot, il apporte de la régularité, il a une adresse folle. Moi, je pense que j'aurais mis ce troisième gars à la place de Chris Boucher. Mais bon, vous avez choisi Boucher, vous avez vos raisons. Je suis quand même content de voir que Ingles a chopé 20 points et 5ème quand même dans le classement. Et ensuite, bah voilà, la Melo Ball qui est là. En étant rookie, c'est fort, c'est fort. TJ McConnell, qui fait une grosse saison, Portis qui apporte ce qu'il faut à Milwaukee, Jalen Brunson, bravo à lui. Et Shake Milton qui, je me rappelle quand on avait fait les awards il y a 2-3 mois, il était dans votre top 3, et là il a fait une grosse chute. Et effectivement, pour moi, il ne mérite pas d'être dans ce top 3. Et c'est bien qu'il soit mentionné, mais il ne mérite pas d'être dans le top 3. Donc voilà, pour moi, pas de débat pour le meilleur 6ème homme. On enchaîne sur le trophée à l'improviste. Du MIP, je bois une gorgée d'eau le temps que vous regardiez qui y a. Et voilà, de toute façon, vous les avez reconnus, il y a Jeremy Grant, Julius Randle et Christian Wood. Si je parle dans ma bouteille comme ça, ça fait de l'écho. Mauvaise idée. Alors, on va commencer par parler de Jeremy Grant. Quelle progression, ce mec. C'était un role player à Denver, c'est devenu un franchise player à Détroit. Bon, à Détroit, une équipe qui galère, qui est au fond du trou, mais individuellement, c'est fou quand même ce qu'il fait. Ouais, c'est pas le premier à qui on donne des responsabilités, Jeremy Grant, même dans une équipe qui perd. Et il y en a pas mal qui ont échoué, ou qui ont grave croqué, ou qui ont été sales, un peu dirty dans leur jeu, enfin qui ont beaucoup de déchets en tout cas. Et je trouve que Grant, dans ce rôle-là, il assure grave. Même dans une équipe qui perd, je trouve que c'est valuable. Il a presque doublé sa moyenne de points, il est celui par qui tout passe à Détroit. Ça suffit pas pour faire gagner les Pistons, c'est forcément ça m'embête. Mais attention, enfin voilà, comme je dis, il y a beaucoup de gens qui disent que n'importe qui avec un tout petit peu de talent pourrait faire la même chose à Détroit, et je suis pas d'accord. Jeremy Grant est très propre, c'est le fils de Harvey Grant, donc c'est le neveu d'Horace Grant. Jeremy Grant, donc ouais, il est très propre à 2 points, très propre à 3 points, il pèse dans tous les secteurs, il crée aussi, il fait preuve de maturité. Comme je disais, il y a très peu de déchets, donc sa progression pour moi, elle n'est pas seulement due à une augmentation de minutes, elle est là aussi parce qu'il assume un vrai rôle d'une façon propre et efficace, et c'est bien qu'il soit mentionné ici dans le top 3, je l'aurais mis aussi. Julius Randle, maintenant, j'ai l'impression que je parle tout le temps de lui dans mes vidéos récentes, et en même temps, il mérite, donc parce que sa progression est folle. Jusqu'à l'an dernier, moi je le prenais pour un bourrin, un mec avec un QI basket très limité, qui jouait essentiellement pour lui, beaucoup en ISO, qui fonçait dans le tas, qui faisait que très peu de passes, avec une espèce de grosse tunnel vision en tout cas, des œillères, et là, quelle transformation. Il se met à rentrer des 3 points avec régularité. En fait, ce qui lui a fait du bien, c'est que Thibodeau lui a fait confiance. Et je crois que ce mec-là, il marche à la confiance. Et donc avec un gars comme Thibodeau, là, il a vraiment passé un step. Donc comme je disais, cette confiance, elle se voit sur ses tirs à 3 points. Je trouve que ça fait vraiment la diff déjà. Mais en plus de ça, il a un vrai rôle de créateur aussi. C'est une option 1, c'est un franchise player qui crée pour lui et qui crée pour les autres. Qui fait les bons choix en plus, qui se bat, qui a envie de win, qui est déterminé. Franchement, qu'est-ce qui s'est passé cet été ? Il s'est passé la rencontre avec Tom Thibodeau, je pense, qui a transformé ce mec. Alors forcément, c'est un autre homme. C'est un mec que, comme je disais, que moi je traitais de poison pour le collectif. Il y a beaucoup de fans d'Enix qui espéraient qu'il parte. Et heureusement, heureusement qu'il est resté. Là, il est à 24 points, 10 rebonds, 6 passes, c'est complètement fou. Pour moi, c'est la première raison, à part Thibodeau, en tout cas la première raison sur le terrain du succès des Knicks, qui sont 4e à l'Est, qui pensaient que les Knicks se classeraient si haut. Enfin voilà, c'est un changement du tout au tout pour Randle. Et certains le voient même. Stephen A. Smith, je crois qu'il le met dans son top 3 de MVP. Bon, c'est un petit peu abusé, mais ça montre en tout cas quel impact il a et quel nouveau statut il a aussi. Donc voilà, si on regarde juste les stats, la progression de Randle, j'avoue, est moins ouf que celle de Jeremy Grant. Mais sur le terrain, et c'est là que ça se regarde, sur le terrain, sur l'impact, sa progression est dingue et c'est tout à fait logique qu'il soit mentionné. Enfin, on parle de Christian Wood. C'est pas trop une surprise qu'il soit là non plus.
qui est vraiment monté en puissance déjà au cours de l'année dernière. L'année dernière avec les Pistons, il a fait une fin de saison de ouf, à plus de 20 points, plus de 10 rebonds sur les 10-15 derniers matchs. Et il avait déjà montré qu'il pouvait produire des stats de All-Star individuellement s'il était responsabilisé. Là, il est arrivé à Houston, dès le départ, il a été mis devant DeMarcus Cousins dans la rotation. Il l'a mal pris d'ailleurs, ça je pense un peu boogie. Et au final, j'ai trouvé, en tout cas au moins sur le début de la saison, que c'était le meilleur joueur des Rockets, devant Wall, devant Oladipo, et c'est un signe. Si on a Christian Wood qui est meilleur que Wall et meilleur que Oladipo, ça explique peut-être pourquoi ça marche mal à Houston, quoi. Donc voilà, revenons à Wood, qui individuellement, je trouve, a tout. Il peut scorer dans la peinture, c'est un mec qui est athlétique, qui peut sauter haut, qui peut aussi écarter le jeu, qui est de plus en plus adroit à 3 points, qui a développé ça au fur et à mesure de sa carrière, qui joue très bien le pick and roll, qui pose des contres. Voilà, c'est propre, hein. Il est capable de faire des gros matchs. Moi je me rappelle avant sa blessure, qui lui a fait manquer quasiment un mois et demi, il a fait un match à 27 points, 15 rebonds et 3 contres face aux Spurs, il avait été excellent. Maintenant voilà, il s'est blessé comme je l'ai dit, il a manqué un mois et demi et je trouve que ça lui a fait mal dans une équipe de Houston à la dérive où je trouve qu'à son retour c'était difficile de retrouver la même motivation quand tu savais, en même temps quand tu sais que ta saison elle est foutue, c'est dur de mettre de l'impact et de l'enthousiasme. Mais peu importe, quoi qu'il arrive, ses progrès sont monstrueux, même s'il y a ce petit coup de mou là en fin de saison, ses progrès sont énormes, et les responsabilités, il a su les assumer, donc c'est normal qu'il soit là. C'est normal qu'il soit là. Et lui aussi, au niveau des stats, ça se voit beaucoup plus qu'un Julius Randle, par exemple. Et donc, mon trophée à l'improviste, je le donne à suspense, Julius Randle. Et ouais, et pourtant, c'est celui sur qui, comme je l'ai dit, ça se voit le moins au niveau statistique. Pourtant, il n'y a pas du tout photo pour moi. Vraiment pas photo, parce que dans l'impact, c'est fou ce qu'il apporte à Phoenix. Individuellement, il n'a pas autant progressé que les autres. Par contre, lui, il fait gagner sa team. Il fait gagner une team qui perdait en plus. Et voilà, donc lui il a progressé individuellement et collectivement, et moi ça fait la diff. Les autres performent dans des équipes qui perdent, je dis pas que c'est nul, hein, je veux pas leur enlever le crédit que je leur donne, mais c'est quand même autre chose, j'ai pas de disrespect pour ça, mais pour moi ça change tout quand tu performes dans une équipe qui gagne en plus, quand tu progresses dans une équipe qui gagne, surtout quand les années d'avant c'était une équipe qui perdait. En schématisant vite fait, on pourrait dire que Grant et Wood ils assument parce qu'ils ont plus de minutes, plus de responsabilités, parce qu'ils ont un nouveau rôle. C'est bien, c'est pas donné à tout le monde, mais Randle c'est encore autre chose. Lui, dans un rôle qui est celui de première arme offensive, il a réussi à se transformer, à transformer son jeu, à mettre des shoots de loin, à créer pour les autres, à transformer sa mentalité, à transformer son caractère, à transformer son investissement. C'est balèze, et pour ça je lui tire mon chapeau, enfin je lui tire ma casquette. Parce qu'au final, le résultat c'est les Knicks gagnent, ils surprennent tout le monde, ils se mettent même à rêver d'un deuxième tour, c'est un truc de fou. Et voilà, et puis de toute façon la victoire c'est bien ce que tout le monde veut quand on pratique un sport co, non, plus que les stats individuelles. Donc voilà, après bon, maintenant quand Stephen Smith parle de lui comme MVP, je l'ai dit, il y a de l'abus. Maintenant je vais lui donner quand même beaucoup de crédit, parce que ce qu'il fait est très fort, individuellement comme collectivement, et c'est ce qui pour moi fait la diff par rapport aux deux autres. Sur Discord, ouais, vous êtes d'accord avec moi, Julius Randle loin devant, Grant et Wood à peu près à égalité, et après les autres sont quand même loin derrière. MPJ qui se retrouve derrière Wood, et c'est vrai que lui, alors j'étais très critique sur lui avant la blessure de Jamal Murray, parce que je trouvais que... en fait j'en attendais encore plus de lui, hein, vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo des top flops, j'en attendais encore plus de lui parce qu'il a un talent de ouf, et je trouvais qu'il était beaucoup trop individualiste, mais là depuis la blessure de Murray je le trouve très fort. Donc c'est bien qu'il soit là, hein, une vraie progression pour lui. Jaylen Brown, franchement, Jaylen Brown, je vais encore me faire critiquer parce que je sais pas prononcer son nom, donc Jaylen Brown, donc qui est là et qui mérite. Terry Rozier, beaucoup de crédit. Et voilà, hein, Chris Boucher qui est mentionné partout lui, hein, et Michael Bridges dont on parle peut-être pas assez, mais qui sur la progression, sur la défense et sur l'impact dans le collectif des Suns, eh bien. Donc ouais là-dessus on est d'accord sur le trophée à l'improviste. Donc j'enchaîne très vite sur le trophée Hans Céphale du meilleur coach. Là, les trois que vous m'avez nommés, pas de surprise encore, j'aurais pris les trois mêmes. Quinn Snyder, Tom Thibodeau, Monty Williams. Quinn Snyder, je trouve que quand on élit le Coach of the Year, il y a toujours un scénario auquel il faut un petit peu répondre. Il faut prendre une équipe qui a
peut-être des difficultés d'alchimie, des difficultés, enfin je sais pas. Une équipe en tout cas qui a déçu, bah, il faut l'emmener au sommet. Et je trouve que Quinn Snyder, il répond exactement à ce scénario. C'est une équipe qui a déçu Utah en playoff l'an dernier, en étant éliminé par Denver après avoir mené 3-1. On parlait d'une équipe dessoudée, il y a eu cette histoire de coronavirus, il y a eu cette histoire de possible scission entre Gobert et Mitchell, ça parlait de trade dans tous les sens. Il y avait des critiques autour de Conley, qu'on disait qu'il était cramé, qu'il avait moins d'impact, qu'il était hyper décevant. Résultat, on garde le même squelette à Utah, et on recommence, on fait très peu de changements. On fait revenir Favors, hein, qui a un impact, c'est sûr, mais c'est pas non plus un franchise player qui doit tout transformer. Et franchement, on voit une nouvelle équipe avec ce Jazz, et c'est fort. Ils dominent complètement la saison régulière, ils sont ultra complémentaires, ils sont ultra soudés, ils sont ultra compétitifs. Chacun connaît son rôle, chacun connaît celui des autres, et le puzzle s'assemble super, enfin il s'assemble parfaitement. Tout le monde en plus de ça, tout le monde a ce sentiment de revanche par rapport à l'an dernier. Je pense que la défaite en playoff, ils l'ont en travers de la gorge, donc tout le monde veut donner ses tripes sur le terrain. Et là-dessus, on ne peut que donner du crédit à Quinn Snyder, qui a réussi vraiment à créer cette alchimie, à donner un rôle à tout le monde, à faire en sorte que tout le monde reste aussi motivé, à faire en sorte que tout le monde veuille jouer avec les autres, à faire en sorte que cette équipe soit cohérente et joue en pleine cohésion. Donc voilà, il a même un peu changé le style de l'équipe en insistant sur les 3 points à fond par rapport à avant, encore plus, pour complètement éliminer le mi-distance. Des mecs comme Bogdanovic par exemple et Ingles se régalent. Clarkson aussi, hein, ne fait plus de mi-distance comme je disais, il shoot à 3 points et il va en pénétration. Ça fait une équipe encore plus efficace. On a une équipe du Jazz qui gagne, voilà, hein, obligé de le citer, Quinn Snyder, au vu du bilan de l'équipe, quoi qu'il arrive. Tom Thibodeau, Tom Thibodeau, on en parlait, hein, à chaque fois que je parlais de Randle, j'ai associé Thibodeau, quand je parlais de Rose, j'ai associé Thibodeau, parce que même si sur le terrain, Randle et Rose sont bien responsable des succès et de la bonne surprise d'Enix. Le principal artisan, le maître d'œuvre de tout ça, j'ai envie de dire, c'est clairement Tom Thibodeau, c'est le principal responsable. En fait, là où je veux le féliciter, et là où je veux l'applaudir, c'est parce qu'il a su donner une identité à ces Knicks. Il a su les faire défendre, il a su leur donner l'envie de gagner, il a su responsabiliser ceux qui le méritaient. Il a pris un Nerlens Noel, par exemple, et il en a fait un protecteur de cercle assez hallucinant. Il a dû donner toute sa confiance à Randle qui l'a saisi et qui brille comme on l'a dit. Il a su donner des ballons à R.J. Barrett qui est en train d'exploser. Il lui a dit de continuer à shooter à 3 points malgré une adresse qui était compliquée. Maintenant il est d'une adresse folle. Il a fait venir Derrick Rose qui a apporté dans des secteurs qui manquaient. Enfin voilà, on a une équipe de blue collars, on a une équipe de battants. On a une équipe à l'image de Thibodeau, quoi, et c'est lui qui a structuré ça. Donc bravo, comme d'habitude, il a des rotations très limitées, mais ça fonctionne. Aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a des Knicks qui pourraient rêver d'un deuxième tour de playoff. Personne ne les imaginait aussi haut. Ils font une très belle saison. Bravo, bravo, bravo à Thibodeau, qui a motivé tout le monde, qui a créé ce plan de jeu, qui a créé une identité, et qui fait que forcément, il est un candidat incontournable pour ce trophée encéphale. Et Monty Williams, au final, c'est pareil. Dans le genre candidat incontournable, j'ai envie de le mentionner, je pense qu'on est obligé aussi. On avait des Suns par contre qui montaient déjà en puissance l'an dernier, qui ont fait un 8-0 dans la bulle, donc ça montrait qu'il y avait de vraies qualités. Ils ont loupé les playoffs de très très peu, mais ça montrait déjà qu'il y avait du progrès dans cette équipe, grâce notamment à un bon coaching, hein, et aussi du vécu collectif. Et surtout, voilà, on avait Williams qui faisait un vrai taf, je trouve, autour de ses joueurs, avec un potentiel vraiment présent, sauf que cet été, en plus de ça, on a fait venir des vétérans au QI basket énormes, comme Chris Paul et comme Jay Crowder. On a des mecs comme Michael Bridges et Cam Johnson qui sont jeunes et qui ont explosé, je trouve. Et en fait, de ce que j'ai lu, tout ça, c'est aussi dû parce que les vétérans qui sont arrivés, mais aussi Monty Williams, ont créé une vraie ambiance de travail. Et les deux jeunes, Bridges et Johnson, eux, apparemment, c'est des bourreaux de travail qui, malgré leur jeunesse, influencent tous les autres, qui vont passer des nuits blanches ensemble à regarder des vidéos. C'est pour ça qu'ils sont super copains, d'ailleurs. Et là-dessus, cette ambiance, forcément, le coaching staff a à voir là-dedans. Donc voilà, tout le monde est à sa place, hein. On a les vétérans qui motivent les autres, on a même Booker qui a changé son jeu pour exister, pour exister auprès de Chris Paul, parce qu'il a beaucoup moins la balle, donc maintenant il fait plus de coupes, plus de démarquage, il prend plus de tirs en catch and shoot, et ça fonctionne. En fait, tout le monde accepte son nouveau rôle. Phoenix est deuxième à l'ouest, ils ont même titillé Utah pendant une semaine ou deux, au sommet de la conférence, et je trouve que, et à juste titre, on raccourcit les choses en disant voilà, c'est parce que Chris Paul est arrivé, Chris Paul c'est une superstar, et c'est Chris Paul qui a tout transformé. C'est vrai, mais c'est pas la seule raison du succès des Suns, donc je suis pas d'accord pour dire que c'est que Chris Paul. Monty Williams a
beaucoup fait de choses. Enfin voilà, il faut lui donner beaucoup de crédit, parce qu'il a fait en sorte que tout le monde soit à sa place, que d'impliquer tout le monde, de créer des systèmes pour permettre à Booker de jouer autrement, ou pour permettre aux jeunes de step up, comme je le disais, hein, pour permettre à Bridges et Johnson de step up, leur donner des responsabilités, les utiliser comme ils aiment. Enfin voilà, il fait un excellent boulot cette saison. Les Suns sont contenders, voilà, hein, qui l'eût cru finalement. On a Quinn Snyder qui se retrouve premier à l'ouest, qui l'eût cru. On a Tom Thibodeau qui se retrouve quatrième à l'est, qui l'eût cru. On a les Suns qui se retrouvent deuxième à l'ouest, qui l'eût cru. L'eûs-tu cru. Donc ouais, on a 3 mecs qui répondent quand même au scénario dont je parlais au début de ce trophée. Et moi par contre j'ai choisi Quinn Snyder. J'ai pas mal hésité avec Thibodeau pour être honnête. Parce que Tibbs, pour moi, enfin voilà, même si tous ont créé des surprises, Tibbs c'est celui qui a créé la plus grosse. Des 3 cités, je pense que c'est peut-être en plus celui qui a le moins bon effectif, et c'est celui peut-être qui a soudé le plus de choses entre les joueurs. Par contre, j'ai choisi Snyder parce que faire d'une équipe de fond de tableau une équipe de playoff, c'est très fort. Très fort. Mais je trouve que c'est encore plus dur de passer les derniers steps, de faire d'une équipe... moyenne, voire une équipe bonne ou correcte, d'en faire une équipe top 1, ou d'en faire des... Enfin, ouais, non, je suis très sévère quand je dis moyenne, je me perdais. Enfin, en tout cas, de faire une équipe bonne, une équipe contender, je trouve que c'est une étape qui est très difficile à franchir, parce qu'il faut faire tout le temps des petits réglages, des bons ajustements, et je trouve que c'est parfois les plus difficiles à trouver, surtout qu'en plus de ça, son équipe a quasiment pas bougé, et Snyder, lui, il a su appuyer sur tous les bons boutons, que ce soit psychologique ou tactique, et bravo, il a su capitaliser sur la frustration de l'an dernier, sur la déception de l'an dernier, pour faire une équipe de guerriers, de warriors, il a su adapter ses systèmes pour que tout le monde s'y retrouve, et voilà, bravo. Peut-être que les joueurs de Utah sont pas les meilleurs potes en dehors, et encore ça je sais pas, mais bon, les histoires aiment bien raconter ça. Par contre sur le terrain, ils s'adorent, ils s'entendent tous, tout le monde se sacrifie pour les autres. Pour moi le meilleur exemple là-dedans c'est Royce O'Neal, le mec est titulaire, pourtant, mais... Enfin voilà, qui pensait qu'un Royce O'Neal pouvait être titulaire dans une équipe qui joue le titre? Et toute proportion gardée, je trouve qu'il a un rôle à la Draymond Green, le mec. Ok, il marque pas beaucoup de points, n'empêche qu'il peut écarter le jeu de temps en temps, il peut défendre, il peut créer, il peut être aussi un playmaker. En fait, il fait tout, et je trouve qu'il est un maillon essentiel en attaque comme en défense. C'est un peu le lion de cette équipe de Utah. Et voilà, ce Jazz qui est un exemple de collectif dans toute la ligue, ça vient d'être corrigé, mais moi je trouvais ça fou, jusqu'à ce que Bogdanovic là, soit élu joueur de la semaine lundi. En fait, il n'y avait pas eu un seul joueur de la semaine qui venait du Jazz depuis le début de la saison, alors que l'équipe dominait complètement la ligue. Ça montre à quel point le collectif est prégnant à Salt Lake City, et ça montre à quel point Quinn Snyder a fait du taf. Voilà, c'est pareil, ils n'avaient pas de titulaire au All-Star Game, alors que c'est la meilleure équipe de la ligue d'un point de vue bilan. Donc voilà, tout le monde, c'est un vrai collectif, et quand on a un collectif comme ça, on ne peut que récompenser le coach. Donc voilà, moi je le récompense, et c'est pour ça qu'il est mon favori pour ce trophée Hans Stéphal. La commu, bah vous êtes d'accord avec moi. Vous avez mis Monty Williams en 2. Bah voilà, c'est question de préférence, hein, j'aurais mis Tom Thibodeau, moi. Doc Rivers aussi, bah bravo à lui, même si pour moi il est en dessous des 3, clairement, mais il fait de belles choses avec l'effectif de Philadelphie qui est vachement plus complémentaire. Et ensuite, Macmillan qui est là en faisant une demi-saison, c'est quand même balèze. En même temps, il a repris en main les Hawks, il les a fait remonter, c'est incroyable ce qu'il a fait. Steve Nash, je trouve qu'il peut être sous-coté. Parce que mine de rien, on va dire que c'est à cause de Durant, grâce à Durant, grâce à Kyrie, grâce à Harden. N'empêche que vu toutes les absences qu'il y a eu, voir que Brooklyn est quand même deuxième à l'Est et a lutté pour la première place toute la saison, avec les caractères et les égos qu'il y a à gérer, c'est un vrai taf de coach, hein, ce qu'il fait Steve Nash. Et voilà, peut-être qu'il aurait mérité d'être un peu plus haut, mais je l'aurais quand même pas mis dans mon top 3. Borrego aussi à la fin, Borrego bah avec les Hornets forcément moi je l'aurais mis aussi, Tyronn Lue, Popovic, on a des mecs assez obvious aussi. Allez, plus que 2 trophées, on enchaîne avec le trophée Homer Dallor. La plus grosse déception pour vous, ça se joue entre D'Angelo Russell, Pascal Siakam et Kemba Walker. Pouh, je parle vite aujourd'hui, vous inquiétez pas, en live hein, je prendrai le temps de lire un peu mieux tous vos commentaires et de lire le chat, mais là, vu que je suis tout seul, bah j'enchaîne, et c'est pour ça que j'use ma salive et que j'ai besoin de boire.
Donc, ce trophée au merde alors. On commence par D'Angelo Russell, qui, à l'image des Wolves, est une grosse déception cette saison. C'est normal qu'il soit mentionné. En fait, il y avait tellement d'individualités dans cette team, surtout des individualités offensives, hein, mais bon, entre Karl Anthony Towns, entre D'Angelo Russell, même un Ricky Rubio, qui était une recrue très intéressante, un Anthony Edwards, qui était le first pick. Enfin, on espérait qu'il fasse quelque chose de bien, mais la saison a été catastrophique, catastrophique. Après, il y a des excuses, hein, comme les blessures qu'il y a eu, les déboires de Malik Beasley, le coaching pourri, j'ai envie de dire, de Ryan Saunders. Mais quand même. Après, voilà, il a joué très peu de matchs avec Karl Anthony Towns, et c'est vrai que c'est ce duo-là qu'on attendait. Malheureusement, quand un était blessé, bah, l'autre jouait, et vice-versa. Enfin, du coup, ils jouaient que rarement ensemble. Mais voilà, malgré toutes ces excuses, je trouve que Russell a sa part de responsabilité. Lorsqu'il a eu l'occasion, lorsqu'il aurait dû, il s'est pas vraiment comporté en leader. Il a pas su emmener les autres dans son sillage, il avait une sélection de tirs douteuse, il impliquait pas vraiment ses coéquipiers, et surtout il avait une irrégularité de ouf, avec beaucoup de balles perdues. Peut-être qu'il voulait trop faire de choses tout seul, et encore, je sais même pas. C'est peut-être un manque d'implication, peut-être un manque de motivation du fait de pas jouer avec 4. Je sais pas, mais en tout cas il semblait perdu sur le terrain. Et je trouvais que le D'Angelo Russell des Nets, qui m'avait fait rêver en 2018, c'était ça, hein, il était loin, Enfin, pour moi, il aurait dû faire des cartons 2018 ou 2019, peu importe. En tout cas, il aurait dû faire des cartons dans ces conditions, je trouve, où il était vraiment normalement le meilleur joueur sur le papier, et c'était pas le cas. Bon, après maintenant, ça va mieux, depuis l'arrivée de Finch à Minnesota. On a un Russell qui est moins perdu, je trouve, donc ça montre que le coaching avait quand même une vraie part de responsabilité. Depuis qu'il joue avec Towns aussi, ça va mieux. Mais ce qu'il faut noter, c'est que même s'il est titulaire là depuis 3-4 matchs à nouveau, depuis son retour de blessure, il a été utilisé en tant que 6e homme. Et c'est bien, hein, il assure en tant que 6e homme. N'empêche que... voilà, D'Angelo Russell, on attendait que ce soit un franchise player ou au moins un lieutenant plus aux côtés de Karl Anthony Towns. Et là, on a un joueur qui assure en tant que 6e homme. Forcément, c'est décevant. C'est un 6e homme de luxe, mais forcément, c'est décevant. Donc j'espère encore, hein, je crois toujours en son potentiel. Je pense que jouer avec un vrai coach et avec des coéquipiers en bonne santé et avec Towns, ça fera qu'il sera peut-être meilleur l'an prochain. Mais pour l'instant, c'est normal qu'il soit dans les déceptions. Pascal Siakam aussi, c'est normal qu'il soit là. C'est très compliqué pour lui. Depuis le départ de Kawhi, tout lui était donné pour qu'il soit franchise player. Les systèmes de Toronto devaient être pour lui, ceux qui étaient pour Kawhi Leonard en 2019, l'année du titre, devaient être pour Siakam. Et en fait, déjà qu'il avait surpris beaucoup de monde au début de sa carrière, l'an dernier, ses premiers matchs sans Leonard, il a encore plus surpris le monde. Il a tellement assuré. Il a utilisé les systèmes de Kawhi avec talent, et il avait des stats limites de MVP. Sauf qu'ensuite, il y a eu la pause Covid, et là, c'est plus le même homme, Il est toujours athlétique, hein, il est toujours rapide, bien sûr, ça, il l'a pas perdu, mais il montre qu'il n'est pas capable de porter une équipe, c'est pas non plus un leader, et encore moins une équipe qui gagne d'ailleurs. Donc, bon, de toute façon, en tout cas, Toronto perd, mais déjà que c'est peut-être pas forcément le leader de Toronto cette saison, on en reparlera peut-être après, je me dis que voilà, ça peut pas être le franchise player d'une team qui gagne. En début de saison, je trouve qu'il a beaucoup trop compté sur son tir extérieur, sauf qu'il en mettait pas un, donc forcément ça marche pas. Et ensuite, il a essayé de compenser en forçant sur ses drives, en allant un peu tout droit, en étant un peu brouillon, en fonçant dans le tas, et il devenait très prévisible, ça devenait facile de le fermer. Le mec mettait rien à l'extérieur, donc voilà, tu coupais la ligne de drive, et tu le regardais arroser. Donc forcément ça a pénalisé Toronto, ils feront pas les playoffs, ça y est, ils sont officiellement éliminés. Et parce que mettre Siakam en leader, je trouve que c'est mettre quelqu'un dans des chaussures qui sont peut-être pas à sa taille, ou en tout cas cette saison, peut-être qu'il me fera mentir, hein. Mais cette saison, en tout cas, il n'a pas été à la hauteur des attentes qui étaient placées en lui, forcément il est décevant. En fin de saison, hein, les choses vont mieux, mais malheureusement Toronto ne joue plus rien, il a mis 44 points récemment, mais c'est trop tard, on a des Raptors qui sont au fond du gouffre, et difficile de dire que Siakam n'est pas au moins partiellement responsable, et difficile de dire qu'on ne l'attendait pas plus haut, donc ça me semble logique qu'il soit dans les déceptions. Et enfin, Kemba Walker, qui je trouve, c'est un peu le jour et la nuit avec le joueur qu'il était Hornets. Bon, le jour et la nuit, j'abuse, mais c'est plus le même non plus. Après, au Celtics, il est aussi moins responsabilisé. C'est devenu la troisième option, derrière Brown et Tatum, et alors qu'il était vraiment le franchise player des Hornets. Donc, l'an dernier, ça a été déjà difficile pour lui, mais ça allait. J'arrivais à trouver le fait que c'était une saison d'adaptation comme excuse. Mais cette année, c'est peut-être encore plus dur. Ses stats sont encore en baisse. J'allais dire qu'il avait plus d'excuses, mais si, il a quand même des excuses parce qu'il a manqué le début de saison en raison d'une blessure, il a connu des limitations de minutes, tout ça c'est pas facile pour trouver le rythme, hein. Donc en fait il a tout plein d'excuses Kemba Walker, mais force est de constater qu'il n'est pas au niveau auquel il était au Hornets, c'est auquel on aimerait qu'il soit au Celtics, surtout dans une team qui globalement est décevante cette saison, parce que Boston gagne beaucoup moins, il y a beaucoup de doigts qui se pointent sur Kemba et je peux comprendre.
je peux comprendre. Il y en a qui parlent d'un souci d'attitude, non, parce que visiblement dans le vestiaire il est quand même exemplaire, il utilise son expérience, il est un vrai meneur d'hommes, et ça c'est tout à son honneur. Par contre moi il y a... Enfin voilà, il est réputé pour être irréprochable. Par contre moi il y a un truc qui me gêne, j'en parlais, là j'en parlais récemment, tu vois, avec des amis, tu vois, vous voyez, et en fait si vous regardez, souvent après des défaites, vous le voyez sourire, vous le voyez aller féliciter les autres avec la banane, et ça c'est quelque chose que je comprends pas. Alors ça veut peut-être rien dire, hein, c'est peut-être un détail, c'est peut-être juste que c'est quelqu'un de sympathique, mais je sais pas, moi j'aime les joueurs quand ils perdent, ils ont le seum, ils ont envie de revenir avec la rage, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il lui manque un peu cette rage. Est-ce qu'il a ce souci d'implication? Je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, il est peut-être un peu trop gentil, peut-être un peu trop partageur, peut-être qu'il a du mal avec ce rôle d'option 3, que quand tout passe par lui, il s'efface un peu, il s'oublie. Et je trouve qu'il a trop de phases de creux dans cette attaque des Celtics. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait venir Evan Fournier pour apporter du scoring, parce que les Celtics ont cruellement besoin de scoring. Ils ont besoin d'agressivité, et normalement Evan doit apporter ça, même si pour le moment c'est moyen. Voilà, donc Kemba, c'est difficile, il a eu du mal à trouver son rythme, il l'a toujours pas trouvé en 2 ans. Et pourtant, ça se voit généralement quand il score 30 points ou qu'il les dépasse, les Celtics gagnent. Donc la clé est peut-être là. À voir maintenant avec la blessure de Jaylen Brown, si en option 2, avec Tatum, il peut reprendre le rôle qu'il avait au Hornets, c'est ce que j'attends de lui. Mais malgré toutes les excuses qu'il a, c'est trop rare qu'il mette ses 30 points pour l'instant, c'est trop rare que ça pèse vraiment dans les wins des Celtics. Et donc forcément c'est décevant et je comprends qu'il soit là. Donc mon verdict, attention, qui ça va être? Et ouais, Pascal Siakam qui remporte mon trophée Omer d'alors. Oui, en fait, déjà dans les 3, celui qui me déçoit le moins et celui qui a le plus d'excuses, je trouve. Non, ouais, parce que, ouais, en fait, je trouve que Russell et Kemba, ils ont de vraies excuses. Vous avez des excuses de blessures, que ce soit de leur part ou autour d'eux. Et en plus de ça, j'en attendais pas forcément autant de Russell et de Walker que de Siakam. Russell et Walker, ça devait être des options 2, des options 3. Siakam, lui, je voulais qu'il soit le franchise player. Je voulais qu'il porte vraiment, vraiment sa team. Et en fait, c'est dead. C'est dead. Il fera pas les playoffs, comme je le disais. Et voilà, enfin, je suis même pas sûr, comme je le disais, que c'est le meilleur joueur des Raptors. En tout cas, c'est pas le leader. C'est le meilleur scoreur, c'est sûr. Peut-être que mes attentes étaient trop hautes, hein, parce que moi je voulais que ce soit un vrai franchise player, presque un MVP comme en début de saison dernière, mais force est de constater qu'à ce moment-là, il surperformait. Et pour moi, les leaders sur les terrains, c'est presque plus Fred VanVleet et Kyle Lowry, même s'ils scorent un peu moins. Ils font presque une meilleure saison même. Enfin, peut-être pas Lowry, mais au moins VanVleet. Là, on a un Siakam qui avait les clés du camion, de manière absolue, tout était fait pour lui, tous les systèmes étaient dessinés pour lui, et il n'a pas su le conduire, ce camion, donc voilà, et en plus de ça, c'est pas un poids lourd, c'est plutôt une camionnette, les Raptors, vu les résultats cette saison. Donc déjà qu'il n'est pas capable de conduire une camionnette comme les Raptors, qu'est-ce que ce serait dans une équipe contender? Donc ouais, tout le monde pensait que ce serait... une des nouvelles stars en NBA pour l'instant, ben non, ça flop, Toronto flop. Donc ouais, il est ma plus grosse déception. Qu'est-ce qu'en pense la commu? Bah ouais, c'est pareil, hein, la domination est folle pour Siakam. Walker arrive quand même bien deuxième, et Russell troisième. Oh Ladipo, qu'est-ce qu'il est décevant lui. Je l'aurais peut-être mis plus haut encore. Non, quoique, ouais. Pour moi, on a stop 4. Kevin Love, je sais pas, je vous trouve sévère, parce que moi j'attendais plus grand-chose de lui. Et après, ouais, bah, pas trop de surprise. Wall, j'aurais peut-être mis plus décevant, quoique, vu les graves blessures qu'il a connues. Non, c'est un classement que je comprends, même si Kevin Love, visiblement, vous en attendez encore beaucoup plus que moi. J'aurais même pas pensé à lui, tant qu'il sera aux Cavs, j'attends pas grand-chose de lui. Mais sinon, franchement, on est complètement d'accord, je pense, pour ce trophée. Donc on passe au dernier, le plus important, le trophée de MVP, le trophée Yvan du rêve, où voilà les 3 que vous m'avez donnés. Petite gorgée d'eau, là encore, c'est nécessaire. Parce que je parle beaucoup. Ici on a Stephen Curry, Joel Embiid, Nikola Jokic. Du très lourd, très lourd. Bon, Stephen Curry, j'en ai beaucoup parlé dans des vidéos récentes. C'est un crack, le mec, qui fait des dingueries match après match, toute la saison. Il a battu son record personnel au point, il a fait 62. Je suis deg, hein, parce que ces 54 points d'avant, je les avais vus en vrai. Ben, j'avais la fierté de dire, j'ai vu Stephen Curry battre son record de points en carrière. Ben, c'est plus le cas, maintenant il en a mis 62. Je l'ai dans le fion, dans le baba, pour être plus poli. Et quoi qu'il arrive, c'est l'un des meneurs, l'un des arrières les plus indéfendables de la ligue. Il a un range de ouf.
une régularité de dingue, il a beau être ciblé par les défenses constamment, ça lui fait pas peur, il prend quand même ses shoots, et j'ai lu une stat de dingue, c'est que quand il est défendu de près, il est encore plus adroit, donc ça montre que même une défense intense, bah, ça peut pas faire grand chose face à lui, il subit tout le temps de grosses pressions, et pourtant il brille quoi. Il a un supporting cast, ça j'en ai déjà assez parlé, je vais pas trop revenir dessus, qui l'aide pas beaucoup, pas parce qu'il manque de talent, hein, mais parce que bah, il est peut-être peu complémentaire, peu adapté au jeu de Curry, peu adapté au jeu de Steve Kerr et des Warriors, et ils arrivent pas à changer leur jeu, donc je vais pas non plus leur en vouloir. Quoi qu'il en soit, bah, c'est difficile pour Curry de gagner avec eux. Maintenant, individuellement, c'est un truc de fou. Il fait même des efforts en défense qu'il faisait pas avant. C'est devenu un défenseur très correct. Je dis pas élite, mais je dis très correct. Il a dû changer son jeu en attaque, créer beaucoup plus. Avant, il aimait bien aussi jouer sans le ballon, pendant qu'un mec comme Durant, Iguodala, peu importe, ou même Green, hein, qui le fait toujours, mais bon, là, il est un peu seul, Green. Il aimait bien partir sans le ballon, prendre des écrans et prendre des catch and shoot. Ça, il le fait plus du tout. Il en prend quasiment plus parce qu'il n'y a personne pour lui donner la balle ou pas loin. Et donc voilà, il a même pu changer son jeu. Et il est énorme hein, individuellement. Et pourtant, malgré ça, les Warriors, ils sont en course pour le play-in. C'est très décevant collectivement et je les attendais plus haut. Je suis honnête, hein, je les attendais même bien plus haut en début de saison. Maintenant, je peux pas en vouloir à Curry qui fait ce qu'il peut. Personnellement, il brille violemment. Là, j'entends même des comparaisons qui sont faites avec le Curry MVP de 2016. Et individuellement, c'est vrai qu'il y a de quoi. Individuellement, il est peut-être encore meilleur. Mais pour moi, il y a une vraie différence entre le Curry 2021 et le Curry 2016. C'est le bilan collectif. Pour moi, c'est super important dans la course au MVP. Un MVP, ça doit être fort individuellement, ça doit être fort collectivement, ça doit être régulier. Enfin voilà, peu importe, en tout cas, il manque pas la régularité du tout. Il manque le bilan collectif à Curry. Et il y a une case qui ne coche pas. Et donc voilà. Aussi fort soit-il individuellement, c'est peut-être le meilleur de tous individuellement, et encore ça se discute, mais c'est peut-être le meilleur de tous. Il y a une case surimportante pour moi qui ne coche pas, c'est que les Warriors sont classés trop bas. Donc voilà, je casse le suspense, je vous le dis tout de suite, ça se jouera entre les deux autres. Joel Embiid, c'est la troisième mention aujourd'hui dans un top 3, donc je vais pas en faire des masses. Je le répète, il est ultra dominant en attaque, il est complètement inarrêtable, il est excellent en défense derrière Ben Simmons, il fait une saison super pleine, il domine de façon affolante, personne ne peut l'arrêter seul. Franchement, au poste, j'ai pas vu quelqu'un d'aussi puissant et dominant, je pense, depuis Shaq, c'est dire. Peut-être que j'abuse, hein, dites-moi si j'abuse, mais franchement... Au niveau de la puissance et de la domination au poste, moi ça me fait penser à du Shaq, sauf que lui en plus de ça, il envoie des pull-ups comme un arrière avec une régularité de ouf. On a des Sixers qui sont premiers à l'Est, il a presque tout pour être MVP, il y a un seul souci je pense, c'est les 20 matchs qu'il a manqué, mais sinon toutes les cases sont cochées avec brio en plus. Et enfin on a Nikola Jokic qui lui est un ovni, qui est un pivot meneur. C'est incroyable comment il peut dribbler, distribuer, tout enfoncer au poste aussi, hein. Alors pas comme Embiid, n'empêche qu'il a un talent aussi énorme au poste, techniquement, c'est le meilleur, au niveau de la polyvalence, c'est le meilleur, il est dans le top 12 de la ligue au niveau des points, des rebonds et des passes, et tout ça c'est jamais vu pour un pivot, il a une aisance de fou, un QI basket de fou, une vision de jeu de fou, une dextérité de fou, une anticipation de fou, enfin qu'est-ce que tu veux, le basket c'est facile pour lui, il connaît tout, il anticipe tout, il peut tout faire sur un terrain, il fait des passes de quarterback qui traversent tout le terrain, qui arrivent avec une précision folle. C'est un régal à voir jouer. Et j'ai jamais vu un mec avec un tel gabarit présenter une telle finesse. C'est fou. Et puis en plus de ça, il a la puissance de son gabarit. Donc c'est un régal, Nikola Jokic, cette saison. Ça l'était déjà les autres saisons, mais là encore plus parce qu'il a encore step up. Parce qu'il a, je trouve, une énorme emprise sur le jeu des Nuggets. C'est le meilleur rebondeur, le meilleur passeur et le meilleur marqueur, évidemment, mais c'est aussi le meilleur intercepteur, c'est aussi le joueur le plus adroit, c'est aussi le joueur qui provoque le plus de fautes. Qui c'est le patron à Denver, il n'y a pas de doute, c'est Jokic. Sa polyvalence, elle est extrême de chez extrême. Donc voilà, même en défense, hein, c'est très correct, parce qu'il a, il a une vraie science du jeu, une vraie intelligence, une vraie anticipation, de vrais appuis. Il est loin d'être élite comme Embiid, voilà, c'est quand même pas le même calibre de défenseur, mais quand même, grâce à sa culture basket et à sa compréhension du game, il sait faire les choses, donc je trouve qu'il est sous-estimé presque des fois en défense. Voilà, et puis là, pour moi, en fait, là où il continue à tout péter, c'est depuis la blessure de Jamal Murray. Je pensais qu'ils allaient un peu plus couler, et même si Denver connaît un peu des hauts et des bas là dernièrement, juste après la blessure, Denver a continué à gagner, parce que Jokic a su impliquer d'autres joueurs. Autour de lui, on a l'impression que tout le monde peut briller, il suffit juste de se démarquer, que Jokic te voit, il te fait la passe, et tout va bien, parce que tu reçois la balle dans de très bonnes conditions. C'est un peu le cinquième élément de Luc Besson, là, qui réunit tous les autres.
Non, franchement, il fait une saison de ouf. Le seul truc, en fait, chaque candidat, je trouve, a un truc qui pourrait aller contre lui. Curry, il a le bilan, c'est rédhibitoire de chez rédhibitoire pour moi, parce qu'il est vraiment trop bas. Embiid, il a le nombre de matchs joués. Et Jokic, il a le fait d'être quatrième. Et quatrième à l'ouest pour être un MVP, ça me dérange un peu, parce que voilà, pour moi c'est top 1 ou top 2, top 3 déjà de sa conférence c'est limite, top 4 ça commence à être un peu bas. Maintenant, si je sais pas, je me dis que ça compense un peu, parce que si Denver était à l'est, avec ce bilan-là, il serait deuxième à égalité avec Brooklyn. Donc ça compense un peu ça. Voilà, en tout cas, mon verdict, peut-être que vous avez deviné, je mets en MVP Nikola Jokic, qui remporte mon trophée Yvan du rêve. Ça fait un peu mal, hein, pour un fan des Sixers. Maintenant, c'est un peu comme pour le Rookie of the Year. Si je choisissais, je pense, celui qui fait la meilleure saison, individuellement et collectivement, je prendrais Joel Embiid. Et encore, ça peut se discuter, ça dépend si on privilégie la polyvalence ou la domination extrême. Mais en fait, ce qui fait la diff, je pense, c'est ce côté dévastateur, ce côté capable de mettre 30 points sur n'importe qui, et ce côté d'être élite en défense aussi. Tout ça, Jokic il a pas. Après, Jokic a d'autres choses, il a un jeu différent. Lui, il sera peut-être pas capable de scorer tous les soirs, mais c'est pas grave, parce qu'il compensera en impliquant plus les autres. Tout ça, Joel peut pas le faire. Donc voilà, ça pourrait être kiff-kiff, mais vraiment, la domination, la défense et le scoring, et puis le bilan, en fait, surtout, parce que mine de rien, les Sixers, là, au moment où je tourne ma vidéo, ont 3 wins de plus que Denver. Et 3 wins, ça peut faire la différence pour une course MVP. Donc tout ça, pour moi, aurait fait que j'aurais voté Joel. Tous les arguments iraient pour lui. Mais ça me fout le seum, parce que il faut tenir une certaine logique. Le nombre de matchs joués, ça me suffit pas. J'ai pénalisé la Melo Ball au début de la vidéo pour ça. Je vais pas ne pas pénaliser Joel. Il a manqué plus d'un quart de la saison. Et c'est trop pour moi. Après, le meilleur francophone, ça allait, parce que Joel Embiid était vraiment bien au-dessus de Gobert et Capella. Mais là, il est pas non plus bien au-dessus de Jokic, donc c'est rédhibitoire. En fait, pour moi, un MVP, comme je le disais, ça doit faire preuve de résultats individuels, de performance individuelle, de performance collective, ça doit être régulier toute la saison, et ça doit être en bonne santé. Tout ça, c'est dur à cumuler, c'est très très dur à cumuler, et c'est pour ça que je donne autant de crédit à un trophée de MVP dans l'histoire de la NBA. Et en fait, force est de constater que la santé ou le nombre de matchs joués, Joel Embiid l'a pas, et celui qui se rapproche le plus de ces 4 critères que j'ai donnés, qui pour moi donnent tant de valeur à ce trophée de MVP, c'est tout simplement Nikola Jokic. Maintenant, voilà, en fait, il m'a vraiment convaincu, je pense, c'est là où j'ai pris ma décision, c'est dans l'impact qu'il avait toujours chez les Nuggets, c'est toujours dans la victoire des Nuggets, à partir de la blessure de Murray. Pour moi, là, ça a été... Enfin voilà, j'ai toujours milité pour Embiid, mais là je me suis dit, ouais, non, c'est pas possible. Joel a manqué trop de matchs, et Jokic, il est trop fort, il est juste trop fort. Par contre, je veux pas non plus dire que c'est un MVP par défaut, comme j'aurais pu le dire à une certaine époque, mais je veux quand même rappeler qu'en début de saison, les 3 qui dominaient, les 3 dont on parlait tout le temps pour le trophée de MVP, c'était LeBron James, c'était James Harden et c'était Joel Embiid. Et pour moi, c'était peut-être les 3 les plus dominants, parce que justement, ils faisaient les performances individuelles et il y avait aussi ces résultats collectifs. Maintenant, tous ont été blessés, tous ont manqué trop de matchs, donc tous sortent un petit peu de la course. Et donc ça me fait mal de donner le trophée de MVP au 4e de sa conférence, mais c'est comme ça, avec une situation Covid exceptionnelle, on fait un choix exceptionnel. Et voilà, donc je le répète, Joel est plus dominant, mais... Voilà, si je veux garder toute la valeur que je veux donner au trophée de MVP, il faut cocher tous les critères, et celui qui s'en rapproche le plus, encore une fois, je le dis, c'est Jokic. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? On va voir ça, vous êtes d'accord. Il n'y a pas non plus une domination folle, mais bon, quand même assez importante. C'est Jokic et de loin, Curry en 3. Yanis en 4, qui parle fort, mais peut-être qui tape fort à la porte, mais peut-être qui n'est pas là parce qu'on se lasse un peu après 2 Deepoy, et qu'on se dit qu'il peut pas être au niveau des triple MVP consécutifs. Maintenant, il faut être conscient qu'il fait une saison énorme. Chris Paul a été beaucoup voté. Alors, peut-être que je ne le mettrai pas si haut, moi, mais c'est vrai que lui, il n'a pas manqué de matchs. Comparé, voilà, pour moi, James Harden et LeBron James mériteraient d'être plus haut que Chris Paul. Mais ils ont manqué trop de matchs, donc je peux comprendre. Rudy, que je trouve de façon étonnamment... Bon, pourquoi pas, hein. Je pensais pas qu'il aurait plus de votes que Damian Lillard, mais si la commu a décidé ça, pourquoi pas. Et Julius Randle, qui, comme je disais, a eu quelques votes dans le top 3 quand même, donc ça montre à quel point... Soit à quel point il y a beaucoup de fans d'Enix, soit à quel point il fait une saison de fou et il mérite son MIP. Donc voilà, on a fait le tour de mes 8 trophées. Je récapitule ici.
Donc voilà, le trophée John Dove du meilleur rookie, j'ai donné ça à Anthony Edwards, parce que la Melo Ball pour moi manquait trop de matchs, même si c'est un crève-cœur. Le trophée Bob Locke, je le donne à Ben Simmons, pour sa polyvalence défensive notamment. Rudy Gobert aurait mérité au moins autant, mais dans une NBA 2021 où ça switch, j'ai envie de donner de la valeur à la polyvalence défensive. Trophée francophone, pour moi, pas débat, c'est Joel Embiid, le seul à dominer vraiment des deux côtés du terrain et à être élite. Trophée Joker, bah forcément c'est Jordan Clarkson. Le remplaçant qui a les meilleurs stats de la NBA, tout ça dans l'équipe qui a le plus de succès en NBA. Donc pas photo pour moi. Trophée à l'improviste pour Julius Randle, qui, comme on vient de le voir, certains le voient en tant que MVP, et qui lui montre qu'il a progressé collectivement aussi, et fait gagner sa team, contrairement aux autres candidats. Quinn Snyder en tant que meilleur coach, parce qu'il a réussi à capitaliser sur le côté revanchard et la cohésion de son équipe, tout en créant des vrais systèmes pour eux, bravo. Trophée Omer Dallor de la plus grosse déception pour Pascal Siakam, parce que je l'attendais en tant que franchise player, et il ne l'est même pas dans une équipe qui ne gagne pas, donc une grosse déception. Et le trophée Ivan du rêve pour Nikola Jokic, parce que c'est celui qui coche le plus mes critères du MVP, que je rappelle une dernière fois, mais qui sont primordiaux pour moi: les performances individuelles, les résultats collectifs, la régularité tout au long d'une saison, et la santé qui te permet de jouer beaucoup de matchs. C'est le seul qui coche les 4, donc c'est Nikola Jokic, mon MVP. Voilà pour ce qui est des Awards 2021, voilà pour ce qui est de mon 4e Crystal Ball. Bon, je le sens, j'ai parlé vite, j'ai plus de salive, mais c'est aussi dû à tous ces petits soucis de réglage là que j'ai eu avant de tourner. Vous inquiétez pas, sur Twitch, justement, on prendra le temps, c'est le but, de parler avec vous, de regarder le chat, et s'il y a des bugs, il y a des bugs, ça fait partie du jeu. Mais sinon, globalement, est-ce que le fond de cette vidéo vous a plu? Est-ce que vous êtes d'accord avec ces trophées? Donnez-moi une note sur 8 pour savoir combien on en a en commun dans les commentaires, et ouais, vous savez, j'adore connaître les tendances de la communauté. Et puis prêtez-vous au jeu aussi, faites-moi la liste, pour ces 8 récompenses, j'aimerais bien savoir qui sont vos lauréats. Alors rendez-vous dans la section com pour faire tout ça, je vous attends de pied ferme. Sinon vous le savez, pour avoir une vision complémentaire et différente de la NBA, c'est sur la chaîne YouTube de Basket Info que ça se passe. Récemment on a sorti une vidéo sur les meilleures saisons MVP de l'histoire, du très lourd. Pas de Nikola Jokic bien sûr, c'est trop tôt, puis il l'a pas encore eu son trophée de MVP, mais quand même 2 joueurs actifs, presque 3, c'est pas mal non? Alors go jeter un œil sur la chaîne de Basket Info pour savoir qui. Pour débattre avec la commu et suivre tous mes projets au quotidien, vous maîtrisez ça aussi, c'est sur Discord et sur Instagram que ça prend place. D'ailleurs sur Insta, Twitter et Facebook en ce moment, si vous ne le saviez pas, le tournoi des All-Time Teams bat son plein, on va bientôt arriver au top 8, alors je vous invite vraiment à nous rejoindre pour apporter vos votes. Ouais, venez élire la meilleure équipe All-Time parmi les 30 franchises, je suis beaucoup trop impatient de connaître le vainqueur. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, ouais c'est important, on pose un max de pouces bleus et on rédige ses meilleurs coms. Oui. Oh. Je me suis toujours demandé, est-ce que c'est parce que Julien Lepers qu'il n'y a pas de ballon à question pour un champion? Allez, vous forcez pas à rire, je le sais que c'est pas drôle. Par contre, si vous voulez m'aider à perfectionner mon humour et à acheter des vannes, vous le savez, c'est sur Tipeee que ça se passe. Comme vous le voyez, j'en ai grandement besoin, alors big up à tous ceux qui sont là. Pour l'instant, ça ne me donne pas de bonnes blagues, mais ça m'apporte quand même une force incroyable. Et puis qui sait, ça viendra un jour. Quoi qu'il en soit, merci. Je compte sur vous pour ne rien lâcher. À très vite. Стали клуб решать. Отлично.